vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, et puis bon mercredi. Et puisque nous sommes mercredi, nous allons vous parler très librement des attitudes que nous adoptons à table, selon que nous sommes, et quand je dis nous, il s'agit des grosses têtes, des gourmands, des gourmets ou des goinfres. Voici vos grosses têtes en folie. Gentleman humoriste, champion de la vanne chansonnière, Jacques Maillot. Bonjour. Aux petites filles modèles, il préfère les soirs de gala, les grandes salles, Bernard Mabille. Bonjour. Elle n'a pas encore compris pourquoi on avait mis au point le Viagra pour femmes, Princesse Erika. Bonjour. Il range ses vêtements dans une armoire et ses affaires dans sa mémoire, Jacques Pradel. Depuis qu'il a appris par la chanson que la mère Michel avait perdu son chat, il ne sort jamais de chez lui sans avoir enfermé chaton, Philippe Chevènement. Bonjour. Alors, un joli dessin qui représente Valérie Trierweiler. Bon, vous n'avez pas oublié son nom, j'espère. Non, parce que les Français ont la mémoire courte, et les présidents aussi. Alors, elle est en vacances à Bali et à Bali. Bali-Balo. Elle a fait l'île Maurice, Bali. Oui, elle voyage, quoi. De toute façon, elle avait vu du pays déjà. Oui. Alors, elle a un journal qui vient de Paris, et sur ce journal, il y a une photo qui nous avait échappé, mais qui a été réellement prise, et qui montre François Hollande accueillant un grand patron, lorsqu'il en a réuni 34 à l'Élysée, sur le perron, et il l'embrasse. On ne sait pas d'ailleurs qui, mais il faut croire qu'il connaît et qu'il a de l'affection pour lui. Alors elle regarde donc la photo de son ex en train d'embrasser un patron, et elle lui dit « Ah on se rend compte que je lui manque vraiment. » C'est mignon, hein. Puis alors, celui-là, le dessinateur de Charlie qui a interprété à sa façon le brouillard qui, vous avez vu, a paralysé de nombreuses épreuves à Sochi. Il y a apparemment deux messieurs skieurs, qui sont en train de s'étreindre et de se bécoter. Et il y en a un qui dit à l'autre: profitons qu'il y a du brouillard pour flotter afin que Poutine ne nous voit pas. Les disciplines où la France aurait pu briller à Sochi, si Pierre de Coubertin et avant lui les Grecs les avaient inventées. Alors naturellement, c'est des disciplines qui sont complètement fantaisistes, mais pourquoi pas? Alors par exemple, on aurait pu briller dans la manche acrobatique sur glace. On voit des mendiants qui sont en train d'évoluer. Sur l'éclusage de vin chaud sur zinc. Ah oui. Sur le lancer de glaçons dans le whisky. Oui. Alors encore une épreuve. La stalactique de morve sur cible. Ah, c'est délicat. Hein. Ah oui. Et puis, il y a le collage de la langue sur le poteau métallique gelé. Et enfin, il y a la course de lenteur en charentaise. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bon, oui. On en invente tous les jours. Et puis alors, un dessin qui extrapole sur une recommandation que les professeurs et les pédiatres font aux parents. Et elle tient dans cette formule: parler à son bébé comme à un adulte, le stimule. Et alors, il y a un papa qui se penche sur son gamin, qui est très très jeune, hein, et il lui dit: et ne me dis pas que tu vas t'abstenir au municipal, petit con. C'est qu'il ne faut plus faire areux, c'est fini. Oui, c'est fini. Hein, oui. Et maintenant, le coup de sang. C'est le coup de sang de Bernard Mabille. Aussi. Alors je dis que j'en ai marre de ces Jeux Olympiques d'hiver qui, nous dit-on, battent des records d'audience à la télé, il paraît. Hein.
Neige le matin, neige le midi, neige le soir. À la maison, j'ai fini par remonter le chauffage. Je vis en doudoune me tapant fondu et vin chaud. Alors j'en ai marre de ces consultants, anciens champions de mes deux, qui à grand renfort de termes techniques, nous expliquent, je traduis, qu'en descente on descend, qu'en slalom on slalom, qu'un skieur skie et qu'un patineur patine. Et ils nous rappellent au passage leurs exploits oubliés lors des JO de Sarajevo, ça remonte à loin ça, voire d'Olympie. Enfin, plein de souvenirs anecdotiques dont on n'a rien à taper. Et marre surtout que ce soit là grâce à notre redevance. J'en ai marre de ces commentateurs encapuchonnés, vous les avez vus quand même, hein. Le stalactite au nez, les lunettes couvertes de givre, qui en plein brouillard nous assurent que nos champions n'ont jamais été aussi affûtés, jamais été aussi préparés, jamais aussi performants, et voient tous nos athlètes sur le podium, c'est sûr, avant la compétition. Oubliant que c'est pendant et après que ça se gâte. Car ils sont meilleurs sur le papier que sur la neige. Allô Paris, machin est en forme. Il est arrivé premier en haut du tire-fesse. Ce qui est un signe d'encouragement. Machin est bien parti, ça sent la médaille d'or. Il va très vite. Oh là 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 là, virage un peu long, il a perdu du temps. Ça sent la médaille d'argent. Oh là 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 là. Machin s'est pris un piquet dans les burettes, mais il revient, quelle volonté, quel courage, ça sent la médaille de bronze, bronze pour le français. Aïe, 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 Machin vient de perdre un ski, il descend maintenant sur une seule jambe, quel courage, ça sent le chamois d'or, 3 secondes de retard, aïe, 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 ça sent le flocon, chute de Machin. Oh là 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 là, là ça sent les urgences, le plâtre et 12 mois de rééducation. On me fera quand même remarquer que quelques médailles ont été raflées, mais un peu par hasard. Allô Paris, ça ne peut plus nous échapper, la médaille d'or, oui. Tous les favoris sont tombés. Alors là, c'est exceptionnel. Enfin, saluons tout de même quelques victoires, Fourcade, Vautier, Roland et autres. Je hais le ski, mais depuis mon enfance, c'est un mauvais souvenir de classe de neige. Vous êtes allé en classe de neige ? Première descente, première fracture, et au pied du chalet, c'était notre punition. Faire un bonhomme de neige avec sa carotte en guise de nez rouge. On appelait ça faire un Péroni. Carotte qui finissait toujours plantée sous la ceinture. Ce fut ma première aventure amoureuse avec Geneviève, notre cantinière, qui sentait bon la raclette et la promon. Je l'entends encore. Dis-moi Bernard, tu as aussi une belle carotte dans la culotte ? Viens voir toi-même, tu seras pas déçu, elle est pas râpée. Ah, c'était dans les Vosges. C'était dans les Vosges, mon premier flirt. Une coquine de 20 ans de plus que moi qui avait déroulé du câble. Alors là, oui, une fille canon dont le canon avait déjà beaucoup servi. La culasse avait vu des douilles. Je me souviens alors, appuyé contre une congère, je lui caressais voluptueusement les seins, romantiques mais lyriques. Geneviève, ta poitrine me rappelle les courbes du ballon d'Alsace. Elle me rétorqua d'un ton sec, puisque tu en es là, qu'attends-tu pour visiter la forêt noire ? Geneviève doit avoir aujourd'hui 89 ans. Je hais les sports d'hiver. Alors, cerise sur le gâteau, c'est une affiche géante dans le métro qui représente plus que grandeur nature une très belle saucisse de Morteau avec ce slogan « Offrez-vous 20 cm de bonheur ». C'est joli ça. Oui, c'est amusant. c'est joli, c'est joli. Et c'est délicat. Alors, on connaît le nom de l'homme qui habille la Queen, c'est-à-dire Mémé Lisbeth. Alors, c'est Jérémy Hackett. Alors, bon, c'est un gentleman bien habillé. Faut dire qu'il est dans la haute couture. Et c'est lui qui habille et souvent va s'assurer dans le dressing royal que les robes tombent bien. La souveraine. Alors en revanche, on ne connaît pas l'identité de celui qui la déshabille encore. Elle s'occupe beaucoup de Kate, sa petite fille par alliance, hein, Ah oui. et future reine d'Angleterre, dit-on. Hein. Alors elle lui a recommandé, parce que Kate allait faire un voyage officiel en Australie, et ça sera difficile parce qu'il commence à demander l'abolition de la royauté et l'institution de la démocratie. Elle lui a dit pas d'ourlet au-dessus du genou. Voilà. Ouh là là. Surtout qu'elle a de jolis genoux, Kate. Ah oui, oui, bon. oui. Alors bon, comme Pipa montre tout, bon, ça fera une Avec un nom compensation. comme ça, Les plus beaux partis du monde.
Alors, il y a 12 pages, mais je ne peux pas vous donner la liste complète. Et puis, est-ce qu'il y aura assez de jeunes filles pour ces beaux partis? Ce sont des garçons qui ont moins de 25 ans, sauf un qui en a 40, qui sont vraiment des fils à papa, riches, talentueux et surtout célibataires et donc à marier. Alors, il y a d'abord le prince héritier de Jordanie, qui est Hussein Ben Abdallah. C'est le fils de Rania. Le Rania, oui. Oui, alors... Non, rien. Bon, Ah bah non. Voilà, on a donné le prénom, on n'extrapole pas. Absolument pas. Elle est très belle. Absolument pas. Il y a matière de celui de monarchie, il y a 40 des ans, règles à c'est respecter. un garçon que nous connaissons bien. On est un peu surpris de le trouver parmi les héritiers royaux, sauf que lui, c'est un héritier artistique, puisque c'est Thomas Dutronc. Ah oui, 40 ans. Oui, il est charmant, ce garçon. Charmant. Il n'est pas marié. adorable. Il fait jeune. Non, il n'est pas marié. non. Et puis alors, en queue de peloton, il y en a un de 52 ans, c'est Georges Clooney. Ah oui. Bah, dites donc, il est pas mal, celui-là. Il est pas mal. En queue de peloton, moi je le prends, il n'y a pas de Puis problème. Et en queue de peloton, c'est un peu fort de café. J'allais oublier, 21 ans, Alexandre Arnaud, héritier bah oui, le fils de la de- première fortune européenne. C'est pas mal. Et beau garçon, hein. Et Et puis alors une jeune fille qui n'est pas recommandable et qui aura du mal à trouver un mari, c'est la serial killeuse américaine, vous savez, qui a tué tout ce qui lui tombait sous la main. Alors, on l'a interrogée. Elle est sûre d'en avoir tué 15 parce qu'elle compte jusqu'à 15. Bon, mais elle pourrait en avoir tué beaucoup plus sans avoir fait le compte. Oh là là. Alors, on en est pour l'instant On à parle de 22, 22, 25. 22. C'est un sujet pour toi, Jacques. Ah ça, oui, hein. mais c'est un sujet cette semaine d'ailleurs dans l'heure du crime. Parce qu'elle est on va en charmante, parler, elle est ouais. mignonne comme tout. Elle a pas rien On lui dit. donnerait le bon Dieu sans confession, Ouais. oui, mais enfin, il paraît qu'elle a toujours menti beaucoup. Sa mère a déjà dit elle était un peu mythomane, donc il faut. Elle a quel âge Elle a 19 ans, 19 ans, je crois. Enfin, je sais pas, moi j'ai lu ça, j'ai trouvé que elle était sympathique d'ailleurs, parce qu'elle est Oui. pas mal. Et c'est une grande taquine, hein. Oui, Ouais. on peut Moi, le si dire. j'avais Là, il des faut pas ren- l'embêter. On en a peut-être tué que 3 ou 4 Ouais. alors. Si j'avais des renseignements, je lui fournirais, comme on dit. Dans le- Oui, bravo. Ségolène Royal qui se rêve en super ministre. Bon, on comprend pourquoi, parce que Valérie Étant ayant déserté, et c'était celle qui s'opposait à son entrée au gouvernement, aujourd'hui, ouais. elle pourrait quand même avoir une récompense, ne c'est- serait-ce que pour avoir fait 4 enfants au président. Oui, ça c'est jamais Et vu. puis surtout Nex, pour avoir dans un présenté Julie gouvernement. Gaillet à Hollande, je pense que tout ça a été Ça c'est jamais prémédité. vu, ce serait une Ministre, première. ministre hein. de la famille, alors. Et puis il y a un nouveau Premier ministre néo-zélandais. Alors il a fait, parce que c'est une formalité imposée à tous ceux qui prennent la tête du gouvernement là-bas, il a fait une déclaration publique à la télévision comme quoi il n'était pas un alien, c'est-à-dire qu'il n'était pas un extraterrestre. C'est une vieille tradition. Alors évidemment, ça fait rigoler tout le monde, sauf vous, d'après ce que je vois. En Nouvelle-Zélande. Et maintenant, notre invitée surprise, elle porte un nom que nous connaissons bien et elle est en train de se faire un joli prénom, c'est Aurore Auteuil. Bonjour, voilà Aurore Auteuil, fille aînée de Daniel, que nous avons reçu il n'y a pas tellement longtemps, pour une pièce d'ailleurs qui se place en tête des recettes. Ils ont cartonné, ouais. Ah oui, Ouais. ça marche vraiment très bien. Ils se sont arrêtés, c'était dimanche, c'était la dernière. Ah oui. Ah, c'était plein tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Mais ils ont mouillé leurs chemises, ça je peux Ouais, vous mais dire, ils ils y étaient sont allés. formidables. Ils étaient Ah bah, magnifiques. Dites donc, bonne, vous devez mouiller aussi la vôtre parce que vous faites tout dans votre spectacle. Hein. Alors, Oui, c'est vrai. Vous êtes l'auteur. Oui, c'est la première fois que j'ai écrit un texte. Je me suis fait du travail, en fait. Voilà. Et c'est mis en scène par un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Ladislas Chola, qui avait mis en scène Robert Hirsch et Lucchini. On avait travaillé ensemble sur Je serai pas en rendez-vous, une pièce qu'il a écrite Alors, aussi. titre de votre Pardon, je spectacle. suis pas bonne en promo. Alors, ça s'appelle Sarah et Jérémy, et c'est à partir du 5 mars au Petit Héberto. Voilà. Voilà. Alors là, vous jouez les deux personnages. Je joue un garçon et une fille, en fait. Ah oui, mais et ça, un papa. c'est la théorie du genre, hein, maintenant. Ah, on est obligé, il n'y a plus de sous, On on fait peut tout. plus, hein. Oui.
Alors, bon, c'est une histoire d'amour moderne, hein. Bah, c'est un garçon en fait qui vient de province, qui a été mal aimé et puis qui décide de changer de vie à 18 ans. Il monte à Paris et puis il rencontre une fille dont il tombe amoureux. Cette nana-là, elle est pas de la même culture que lui et voilà, et il tombe amoureux, il décide de faire une famille et puis il est sans arrêt rattrapé par son passé. Les deux d'ailleurs, parce qu'ils ont des passés un peu compliqués. Et le truc, c'est comment on peut réussir à s'aimer et à vivre dans le bonheur quand on a grandi dans le malheur. Voilà, c'est ça le truc. Ah, c'est bien, ça, c'est un joli sujet, ça. Ouais. Mais vous le rendez drôle quand même? Ouais, il est rigolo, ouais. Malgré lui, il est un peu maladroit, tout ça. Donc, je danse, c'est rigolo aussi. J'imagine que papa a lu la pièce avant que vous la jouiez. Mais c'est lui qui m'a poussé en fait à écrire, qui m'a dit, écoute ma vieille, vas-y, mets-toi, il faut y aller là, faut que t'écrives un truc. Et donc du coup, moi je me suis dit pourquoi pas moi, hein, finalement moi aussi j'ai le droit de travailler, hein. Donc c'est pas toujours évident en fait quand on est enfant d'artiste. Quand même l'hérédité. Oui, mais bon, je parle des gens en fait. C'est vrai que c'est pas toujours évident de se faire une place et tout. Et puis, mais bon, donc il était temps. Je suis maman, j'ai 2 enfants. Il faut que je fasse rentrer des sous dans la marmite, donc j'y vais, quoi. Alors pourquoi ne pas écrire une pièce que vous joueriez avec papa? Ah bah j'adorerais moi, mais maintenant que j'ai fait ça, oui, maintenant je me sens les épaules pour dire que j'adorerais travailler avec lui. Cela dit, hein, papa il est très demandé, il doit avoir des contrats pour plusieurs années à l'avance. Oh, mais il me fera bien un petit trou, hein. Alors bon, quand vous êtes la jeune fille sur scène, bon, facile, c'est pas une composition. Mais quand vous incarnez c'est plus facile le garçon... de jouer. Non, mais au contraire, ça me plaît de jouer un garçon, moi. C'est la fille qu'il fallait plus s'éloigner de moi. Elle est plus posée, elle est... C'est-à-dire que vous êtes un garçon manqué? Ah bah certainement. Oui. Alors des exemples? Bah je sais pas, moi, par exemple... La façon de parler, déjà. Voilà, merci beaucoup. Vous changez de voix, non? Pour faire la fille, le garçon, c'est moi. Hein. Le garçon, en plus, c'est un petit jeune, donc du coup, j'étais pas obligée de me travestir pour faire le garçon. Ouais. Et vous êtes mère de famille? Oui, j'ai 2 enfants. 32 ans, 2 enfants, les amis. Donc vous avez rendu grand-père, le cher Daniel. Voilà, et il est un petit garçon, d'ailleurs, c'est rigolo, qui a l'âge de ma fille. Donc ils jouent ensemble. Nous sommes une famille moderne. Voilà. Et que fait le papa? Il est serveur, et je joue un serveur dans la pièce. Voilà, en fait, bah c'est bien. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas du tout choisi un gars qui était dans le milieu et tout, ça m'intéressait pas. Donc, on est tombé amoureux et il a choisi un métier qui est difficile. Et justement, moi, je joue un serveur. Et ce qui était important aussi pour moi de raconter dans cette histoire, c'est que les serveurs c'est des comédiens en fait. Ils ont une façade, ils affichent un sourire, mais on connaît pas leur vie. Ils ont une vie qui est compliquée. Il y en a beaucoup aussi qui, pour tenir dans ce métier, se calment. Donc voilà, donc mon personnage, pour tenir dans son métier, il est drogué. Écoutez... vous avez pris ça dans votre vie personnelle ou c'est complètement... Non, c'est ce que j'ai observé parce que j'ai beaucoup traîné dans les cafés aussi, moi j'adore ça. Vous croyez pas qu'on joue tous un rôle? Ah bah certainement, on est un peu obligé. Bon, regardez vos voisins qui sont apparemment très calmes et qui, le soir... dans leur chambre à coucher, se déchaînent. Hein. Ah, oui. Surtout quand ils sont tout seuls. Vous êtes gentil, Philippe. Voilà, alors la petite de Daniel Auteuil, elle est au Petit Hébertot. Merci. Avec... À partir du 5 mars, m'a dit de le dire. 5 mars, Petit Hébertot, Sarr et Jérémy. Voilà. Et bravo, parce que je crois que vous avez tout pour réussir. Merci, monsieur. Notre auditeur d'honneur, venez, n'ayez pas peur, Johan. Il y a ici que des amis et peut-être même que des élèves, puisque, quoique très jeune, vous professez l'histoire et la géographie. Alors, on est toujours prof des deux ou parfois on peut séparer? Non, c'est une spécificité française. On est professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique. En plus. Exactement. On a les 3 branches. On a tellement de qualités qu'on a décidé de nous donner les 3. C'est quoi, ça, voilà. c'est la morale, les trucs comme ça? Ça, c'était avant. C'est de l'instruction civique en société. Maintenant, c'est l'éducation citoyenne. Là, vous avez du boulot on pour l'éducation civique. Hein. Oui, c'est pour ça que ça a été remis au goût du jour dans les années 80. Justement. Alors, ça tient pas beaucoup de place quand même, l'éducation civique. Ils essaient maintenant, ça doit faire un tiers du programme en 4e et en 3e. Alors, par exemple, vous leur parlez les municipales, là? Exactement, ouais. En 3e, on fait les élections, donc géographie, vous n'avez pas trop de mal à suivre avec tous ces pays qui demandent leur indépendance, La dérive des continents aussi.
Non, mais Ça va, on laisse ça au professeur de SVT. Nous, on est dans l'histoire, donc dans le passé. Alors, ça dans fait l'histoire, fiction. est-ce que vous faites comme les autres, c'est-à-dire vous faites l'impasse complète sur Napoléon? En fait, on est obligé de suivre un programme. Donc, le programme nous dit qu'on doit passer Oui, mais tant de répondez, temps. Napoléon ou pas Napoléon? Napoléon fait partie des programmes, donc je Oui, suis malheureusement, il y a mon patron qui m'écoute il est peut-être, en donc fin je fais d'année attention, scolaire voilà. et si on a du retard, Ah on non, peut pas en Napoléon, parler. on voit ça en septembre, octobre, selon. Donc non, Oui, il est au vous début. m'obligeriez en parlant un peu de lui, hein. Vous faites De Gaulle? Oui, alors c'est intéressant parce que, comme la majorité change de temps en temps, etc. Donc là, De Gaulle avait, sous la majorité précédente, un chapitre entier. Maintenant, il ne fait plus partie. 3 lignes. Peut-être pas 3 lignes, mais que quelques cours, en effet. Oui, tout Et à vous fait. allez alors jusqu'où dans la Ve République? Jusqu'à Sarkozy, en l'occurrence. Ah oui. Ouais, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui. C'est vraiment de Dites l'histoire donc, est-ce que c'est pas contemporaine. vexant pour le successeur de faire de l'oublier, non? Il est, comment dire, il est le successeur. De Jacques Chirac. Hollande, si vous parlez pas de Hollande. Vous n'êtes pas au courant? Non, mais Mais en Je géographie, m'interdis de m'intéresser à l'actualité pour rester dans l'histoire. Hollande, en géographie Oui. vous parlez de Hollande en géographie. quand même. Oui, et du Gouda également. Ouais. Ah bah mais voilà, c'est pas de l'histoire, Hollande, c'est du bricolage. Le dimanche, ça dépend si c'est ouvert ou si c'est fermé. En fait. Alors, qu'est-ce que vous avez comme diplôme? J'ai un master. Aujourd'hui, pour être professeur, il faut avoir un master. C'est bien déjà. Hein. Vous allez ajouter le diplôme d'auditeur d'honneur, qui est beaucoup moins galvaudé que l'autre, parce que nous l'accordons au compte-gouttes, hein, et qui, alors j'insiste là-dessus, C'est un diplôme qui n'est pas donné au rabais. Non. et ne donne absolument aucun droit. Voilà. Bravo, C'est le Johan. plaisir d'être hein. partagé. Bravo. C'est sympa, Johan. Hein. Ah oui, très, oui. On a envie de retourner en classe. Ah ouais, hein, oui. vous voyez. oui. Hein, des jeunes professeurs. Formidable. Erika n'en ferait qu'une bouchée. Et je me régalerai. Autour de moi, la fine équipe composée de Jacques Pradel. Bonjour. De Bernard Mabille. Bonjour. De Jacques Maillot. Bonjour. De Princesse Erika. Bonjour. Et du roi Chevalier. De Philippe Chevalier. Voilà. Alors, Et roi puis, un thème très simple qui tient en 3 mots, en 6 si on ajoute les articles. Les gourmands, les gourmets et les goinfres. Alors, question de confiance. Est-ce que vous avez fait de cette devise bien connue votre règle de conduite? Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. En ce qui me concerne, moi, je mange pour vivre du lundi au vendredi et je vis pour manger du vendredi au dimanche soir. C'est pas mal. Voilà. Non, j'ai les mêmes problèmes que mon camarade de gauche, là. Enfin, Attends, qui est à ma gauche, Bernard Mabille. Attends, Donc, Pradel, ça va. Voilà, Eh on fait oh. attention à sa ligne, mais pas complètement non plus, sinon Oh. on s'ennuie, quoi. Moi, je bouffais, je bouffe plus, je suis au régime. Pourquoi? Je tu- bouffais énormément. bouffais. Mais le lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Voilà, bon, bah. Tu avais bon appétit, mais Ah tu oui, bouffais oui, oui, pas. oui. Tu Et puis alors manges. beaucoup de grignotage. Ah, Ah ça, oui, c'est ça pas c'est bon. ça. Oh là là. Ça, Se lever la nuit pour aller au frigo. Oh là là. Alors, quelle différence faites-vous entre un gourmand et un gourmet? Un gourmand, il mange tout ce qui lui passe sous le et puis un gourmet, il choisit, il essaie Oui, le on petit. paye. Le gourmet, il mange moins, a priori. En tri. Le gourmet, il aime les choses Raffinées. Voilà. Et rare même. Rares. Il Voilà. est plus Et cher, et cher. Il aime les plats un peu sophistiqués. on va dire élaboré. Élaboré, voilà. On peut dire ça. Il peux vous pas arrive être gourmet souvent avec de quelque manger chose. sans faim et de boire sans soif? Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Manger Parce sans que faim, bon, non. on se rend compte que dans notre civilisation, enfin, dans certaines classes privilégiées, parce qu'hélas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, on n'a plus faim. Parce que la faim, c'est physique. On a de l'appétit parce que c'est intellectuel. Oui, Oui, parce oui. qu'on est stressé aussi. Hein. Moi, quand je suis très stressé, j'ai très faim. Vous compensez par la Oui, bouffe. ça m'arrive C'est vraiment. toute une vie de stress, toi. alors. Non, mais c'est vrai que sur un plateau, si j'ose dire. Hein, bon. Quand on travaille à la maison, c'est vrai qu'on est tenté, quand on écrit, de se lever, d'aller, comme tu le disais, au frigo, d'aller grignoter un truc, manger du chocolat. attendez. c'est Ah, manger Alors, du chocolat, c'est Allez génial. au frigo. Allez au frigo. Alors, bon, c'est une expression qui est pas très... très française. c'est un peu comme aller aux putes. Quand tu C'est vois l'état souvent de la mon- nuit, d'ailleurs. Oui, oui. Et écoutez, Léon Zitrone, qui avait pris cette mauvaise habitude, je parle du frigo. La nuit, je livre un combat permanent contre les pots de confiture et je sors vaincu.
C'est-à-dire que j'ouvre les pots et je les mange. Mais parce que vous avez des pots sur la table de nuit un peu partout? Non, j'ai des cachettes pour les pots que ma femme ne connaît pas, que personne ne connaît dans ma famille, et je vais la nuit... Où les cachez-vous? Je ne vous le dirai pas, si ma femme entendait l'émission. On change de cachette. Ça vous arrive de vous lever la nuit? Même pour moi, aller au frigo, c'est vu l'odeur, c'est un peu comme aller aux toilettes. Vous voyez, il n'y a rien de plus pénible que de nettoyer un frigo, je trouve. Ah oui, Hein ça c'est emmerdant. Mais non, mais maintenant, tu mets des petits trucs là qui donnent une bonne odeur à ton frigo et tout. Enfin, la saleté reste quand même. Mais Ah oui, bah oui. Vous vous levez la nuit? Non, pas pour aller dans le frigidaire, non. Non, pas du tout. Non, j'aime bien manger. Et j'ai même un bon coup de fourchette. Ah oui, tu mais manges je beaucoup, sais toi. me retenir, c'est-à-dire que je peux très bien sauter un repas. Ah oui. Pour moi, c'est l'organe qui fait la fonction et pas le contraire. Je peux très bien me passer de déjeuner ou de dîner ou de faire... Et puis après, si effectivement quelque chose est bon devant moi, alors là, j'y vais. Et je suis plus gourmand et voire goinfre que gourmet. Les choses trop sophistiquées ne me m'enquiquinent un peu. Ouais. Il vous faut du roboratif. Du roboratif, exactement. Ah ouais. Ah oui. Par exemple, quel plat? Un bon pot au feu. Ah, j'adore. Moi, je le fais très bien, le pot au feu. Et voilà. la blanquette aussi. Et une bonne blanquette, voilà. Une potée. Une bonne potée. La bonne potée, ça, oui. Mais Philippe, vous mangez bien aussi, vous, hein? Oui, j'avoue. Bah, vous savez, quand... Vaut mieux vous avoir en photo qu'en pension. Hein. Quand vous aurez mon âge, mon cher Bernard, vous apercevrez que c'est un des derniers plaisirs de la vie. Voilà. Oui, alors vrai. bon, il faut avoir un bon estomac. Et un bon il faut quand cuisinier. même faire attention parce Oui, que oui, bon, faut pas. on creuse sa tombe avec sa fourchette. hein. oui, Enfin avec- bon, j'ai une petite fourchette, je suis pas pressé. Est-ce que vous allez à la cuisine avant le repas, dans la mesure où c'est pas vous qui la préparez, vous soulevez le couvercle des casseroles pour humer les plats? Ben, moi, j'ouvre les sachets de surgelés. Donc ça sent la glace. Ah, c'était bon quand même. Bon, c'est un oui. classique un peu révolu aujourd'hui. Ah oui. Mais, soulever les faites- couvercles. Hein? Oh, les couvercles, mais magnifiques. Ah non, moi, par Avec contre, les arômes qui s'en vont. Moi, j'aime pas quand je cuisine, et c'est moi qui cuisine chez moi, quand les mecs, parce qu'il y a que des mecs à part moi, ils viennent et puis qui soulèvent et puis qui font genre, qu'est-ce qu'on mange? Je déteste. Je sais pas pourquoi, j'aime bien d'abord leur faire la surprise. Et Et puis, quand vous avez fait la cuisine, est-ce que vous n'avez pas moins faim? terriblement. Alors, j'essaye de pas trop goûter, parce que c'est goûter qui m'écœure un peu. C'est pas que c'est pas bon ce que je fais très bien la cuisine, mais goûter et après remanger ce qu'on a goûté, je sais pas, il y a un côté, donc je ne goûte pas. J'essaie de ne pas goûter et de me fier à mon instinct. Parce que des fois, ça donne des surprises. Vous pensez que c'est pas seulement la préparation et l'odeur qui coupe la faim dans Il y a ce aussi cas-là? ça, il y a aussi ça. C'est le fait de goûter pour un moi, peu. c'est vraiment goûter, ça me... Non, pas vous hein, moi, enfin, Mais on mange moins quand on fait la cuisine. On mange moins. on mange Moi, moins. je mange plus tard. Parce qu'on Quand est on habite inquiet. un immeuble, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque étage, on sent une bonne odeur de cuisine. Et puis Au quand premier, t'arrives c'est le chez toi, mironton, c'est au deuxième, c'est la choucroute, et tu rentres chez toi, poisson pané. Alors là, c'est l'enfer. Il y a le vendredi, hein, quand même. Vous vous souvenez des odeurs de Chirac? Ah oui. Ah oui, les oui. bruits, les bruits. Les bruits et les odeurs. Ah ben écoutez, nous avons eu un ami aujourd'hui disparu, mais auquel on pense souvent, Jean-Yann, qui, lui, était un goinfre revendiqué. On n'est pas la génération des petits peu. Maintenant, les petits jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Mais Monsieur Bouvard et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut se goinfrer. Voilà. C'est vrai. C'est pas des petits peu. On veut pas petits bezouilles, petits boistons. Nous, on veut... Voilà. C'est vrai que C'est agréable de se goinfrer quand même. Ah oui. Hein, c'est agréable. Alors attendez, on ne peut pas se goinfrer dans n'importe quel milieu, on ne peut pas se goinfrer de n'importe quel plat. D'ailleurs, Jean-Yann disait aussi, et on l'a entendu récemment, que pour lui, le meilleur repas, c'était quand il était assis sur son canapé en train de regarder un western et qu'il mangeait du céleri rémoulade dans son enveloppe de carton. Ah oui, c'est ça. C'est quand même le plus précis. simple. Ah oui, oui. Ah, mais Ouais. c'est bon, ça. Oui, c'est pas mauvais. Sauf que ça n'existe plus beaucoup, les enveloppes de carton. Non, Maintenant, c'est ils du foutent ça dans des plastique. plastiques. Du plastique, des barquettes en plastique. Qui n'ont oui. aucun... Vous Ouais, êtes aucun invité Aucune quelque saveur. part à dîner. Est-ce qu'avant d'accepter, vous vous renseignez sur le menu? Oh non, Bah, il non. faut le faire. Ah, bah écoutez. Il faut le faire d'une manière un peu subtile. Non. Alors, C'est-à-dire qu'il y a des gens, Philippe, il y a quand même des gens qui vous appellent en disant Qu'est-ce que tu tu manges veux de tout.
Ah oui, c'est... Alors ça c'est intéressant parce que là on peut commencer à faire un sondage. Oui, mais peut-être que c'est une interrogation sexuelle avant une partie de jambes en l'air. Ça c'est dangereux là, tu vois. Non, ça se fait pas de... Ah, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y Alors aura, quelquefois, une maîtresse de maison peut lancer une invitation circonstanciée en disant je fais un gigot de 7 heures. Est-ce que ça... Ça c'est classique. Je crois que le plus gourmet d'entre nous, c'est Jacques Maillot. Moi j'aime bien manger et je vis un peu pour manger quand même. Mais vous mangez intelligemment, culturellement. Oui, j'aime bien découvrir les plats, j'aime bien les tester. Vous pensez pas que l'inscription de la cuisine au patrimoine de l'UNESCO, c'est un alibi de goinfre, non? C'est surtout du patriotisme, un peu du chauvinisme. C'est quand même une belle chose. Mais c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal bien, parce qu'on est quand même ça fait quand même partie de la qualité de la vie. Inscrire nos pizzas, c'est bien, je trouve. Non, mais on fait tellement de belles choses. Nos McDo et nos restaurants japonais, c'est bien. Non, mais attends, la France est quand même championne en matière gastronomique. À part l'Italie, qui est bien. Oui, de moins en moins quand même. Êtes-vous capable, vous, Philippe, de manger des profiteroles au chocolat après un cassoulet toulousain? Oui, bien sûr. Alors, moi, je ne suis pas sucré. Mais, non plus. Et je me En force. dehors des repas, le sucre. Oui, non. Mais alors, il y a deux choses devant lesquelles je craque. C'est la marquise au chocolat. La marquise au chocolat, je trouve que c'est à tomber par terre. C'est onctueux, c'est léger, il y a des petites bulles dedans. C'est comme une mousse au chocolat, mais glacée. Comme un vacherin. Voilà. Ah non. c'est meringué. Il faut incorporer des œufs en neige dedans pour la légère. Et alors, les profiteroles. Alors, de temps en temps, je craque. Moi, je craque pour le Paris-Brest. Ah oui, ça aussi. Bah oui. J'ai lu quelque part que lorsque Chaton revient du Sénégal, où elle est allée embrasser sa famille, elle vous rapporte des cacahuètes. Oui. Vous vous sentez pas traité un peu comme un grand singe? C'est pas forcément désagréable. C'est même parfois flatteur. Philippe, c'est des arachides torréfiés ou des cacahuètes légumes, si j'ose dire, ou fruits? Parce que j'ai découvert ça un jour en Afrique, c'est absolument délicieux. C'est la cacahuète qui n'a pas été torréfiée. Non, elle est torréfiée. Et on dit que c'est aphrodisiaque. Oui, elle est presque molle. Oui, c'est aphrodisiaque, c'est pour ça qu'elle tombe. Voilà. Non, mais la mienne est torréfiée, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle est bien grillée. Et quand t'as eu des petites cacahuètes en forme de pilule bleue, non? Et quand tu as eu tes cacahuètes, tu montes aux arbres ou tu restes au niveau du sol? Oui, je vais sur ma terrasse et je vais sur les toits. Oui. Est-ce qu'on ne se goinfre pas mieux, plus confortablement et sans souci quand on s'est noué une serviette autour du cou? Ah oui. Il y a des restaurants qui le proposent. Moi, je le fais pas. D'habitude, je mets ma serviette. Alors attendez, là, dans les restaurants où on le propose, et généralement, ce sont pour des plats en sauce et qui risquent pour le homard à l'américaine. On vous noue pas la serviette. Il y a des pinces. Qui retiennent la serviette. Certains donnent des sortes de bavoirs. Ça fait moins bébé. Hein, oui, voilà, exactement. Ce qui est bien, c'est le bavoir en plastique avec une petite poche de récupération. Oui, il y a ça à l'hôpital. Tu peux manger les restes. Oui, c'est 1-3 ans, ça. Que faites-vous Alors, bon, ce sont des questions un peu plus personnelles, mais il faut quand même que vous passiez aux aveux. Lorsque on sert un plat, au premier service vous plaît beaucoup, est-ce que, dîner en ville bien sûr, est-ce que vous vous resservez plusieurs fois? Est-ce que vous demandez du rab? Ou alors est-ce que vous restez sur votre faim parce que vous estimez que ça fait mieux élever? Il paraît qu'il faut toujours laisser la maîtresse de maison se resservir. Alors, si la maîtresse de maison est bien éduquée, même si elle n'a pas faim, même si elle ne mange pas ce qu'elle reprend, elle s'en resserre une petite louche. C'est pour ça que je vais bouffer que chez les grosses. Elle se resserve pas. Non, mais c'est sûr que normalement, un hôte, une hôtesse doit savoir. Elle doit te proposer quand même. Proposer à des gourmands comme nous. Il n'y a rien de pire que des gens qui c'est bizarre parce qu'avant, la politesse, c'était, on disait aux jeunes filles, quand elles étaient invitées à manger, de manger avant pour ne pas justement se goinfrer à table et pour avoir l'air très bien élevé. Est-ce qu'il vous est arrivé, après un dîner particulièrement frugal,
de manger non pas avant, mais après, d'aller au restaurant. Au restaurant pas, mais le sandwich, oui. Ah oui. Moi, c'est des gens qui savent pas recevoir. Il y a des gens qui savent pas bouffer. Ils sont chichois sur la nourriture. Ça m'est arrivé à l'époque de la nouvelle cuisine. Vous savez, quand on avait des assiettes qui étaient 4 fois, 5, voire 10 fois plus grandes que ce qu'on vous servait au milieu. Mais il m'est arrivé de sortir du restaurant et d'aller me chercher un croque-monsieur ou un sandwich. Moi, ça m'est arrivé aussi. C'était la belle époque où Frédéric Dard commandait un peu de foie gras. Et puis, on lui apportait une petite rondelle sous une feuille de salade. Et puis, au bout d'un moment, le maître d'hôtel disait « Alors, comment le trouvez-vous, notre foie gras ?» Et il disait « Difficilement. » Quel est le dîner le plus long auquel vous ayez assisté ? Le plus long dîner, moi, c'est un dîner en Aveyron. Chez des gens qui sont des gens de la terre, dans une ferme où quand il y avait personne, il y avait 15 personnes, en gros. Et j'ai donc été invité, un peu d'honneur, dans un dîner comme ça. Et on a eu toutes les spécialités régionales. On a commencé par les écrevisses, après on a eu la soupe, après on a eu... Puis à chaque fois la dame disait « Ah je vous ai apporté aussi un peu de jambon quand même, parce que on l'a fait il y a 6 mois qu'on commence à pouvoir le manger. » Et puis après, alors les écrevisses, bien sûr, ils étaient allés les pêcher le matin quand même. Et puis après ça, on se dit « Bon, ça va s'arrêter quelque part. » Non, après il y a le dindon. Et puis après le dindon, il y a quand même un petit peu de... Mais je peux vous raconter ce repas de A à Z, parce que j'étais sidéré. Après le dindon, il y a eu les pommes de terre à l'ail. Après, il y a eu les fromages. Et après, il y a eu 2 tartes, dont la tarte aux noix. C'est très léger, la tarte aux noix. Après, je suis incapable de dire quoi que ce soit, parce que ça donne très soif. La tarte aux noix, c'est quand la pâtisserie vous tombe sur les genoux. Mais dans le Gers, c'est comme ça, encore. Le Gers. Voilà, là, c'était en Aveyron. Alors, attendez, vous avez fait honneur à tous les plats ? J'ai fait honneur à tous les plats, mais je ne me suis pas goinfré, mon cher Philippe. Non. Dans le Gers, vous commencez à midi et vous terminez. Il y a la soupe au départ. Mais il y a la soupe, à 5 heures, la garbure. Il faut une garbure. D'un plat organisé par Go et Milo. On s'est mis à table à 13h. On est sorti à 19h30. Juste pour aller dîner. Ah oui. Alors, après... Si vous êtes normal, il s'ensuit quand même un petit dégoût intellectuel. Vous ne pouvez plus voir la bouffe pendant au moins 2 jours. Faut pas aller trop loin. Faut pas saturer, sinon... Le goinfre, vous ne pensez pas que c'est celui qui, après un bon dîner, se plaint à la maîtresse de maison parce qu'il n'y a pas de fromage ? Oui, ça c'est un mufle. C'est pas du goinfre. Chantal, t'as oublié le Cantal. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est bon un petit fromage quand même, un vieux Cantal. Mais si tu as beaucoup mangé, c'est dur. Oui, mais alors souvent on sert le fromage alors qu'on n'a plus faim. C'est dommage. Faudrait commencer par le fromage. Mais il y a plutôt les gens, je pense à votre question sur les goinfres. Moi j'ai vu des gens comme ça, et à partir du moment où on apporte les plats, ils ne regardent plus personne, ils ne parlent plus à personne, et ils ont le nez dans leur assiette, et ils mangent. Oui, mais le côté goinfre, c'est un côté je ne savoure pas. C'est ça que moi j'aime pas. Le goinfre, il mange sans savoir ce qu'il mange. Moi, j'aime bien. Mais il est absorbé par la nourriture. Il absorbe, il est absorbé par la nourriture. C'est boulimique, là, alors. C'est la boulimie. Mais ça se voit, ça. Des amis qui sont comme ça. Il n'y a pas ce côté, voilà... Non, mais alors, le convive le plus distingué, c'est celui qui commente les plats. C'est vraiment dégueulasse ce que t'as fait. Non, qui les situe culturellement, souvent, historiquement. Et puis les gens qui essaient de détecter les parfums, les saveurs, les épices. Alors, quand une sauce vous plaît, il y a plusieurs hypothèses. Vous saucez votre assiette, vous saucez le plat ou vous buvez la saucière. Vous buvez la saucière. Ça dépend. Chez moi, je sauce le plat. Si on est tout seul, pourquoi pas, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, aller faire un tour dans la cuisine et mettre un bout de pain et tremper dans c'est magnifique. Ça, c'est formidable. Puis quand la sauce est bonne. Et quand le plat est servi et fini, pas avant. Bah non, avant que ça ne commence, justement. C'est ça qui est beaucoup parce qu'après, il y a des petites miettes de pain. C'est dégoûtant. Les petites miettes, encore, c'est rien. Question de culture par Jacques Pradel. Alors, de Mademoiselle L'Envie de Gagny, qui disait « Je ne suis pas un goinfre, je bouffe, et quand je ne peux plus, j'arrête. » Orson Welles? Non. Alors, un Français. C'est un Français. Francis Blanche? Un gros. Non, pas tellement. Non, pas spécialement. Il avait la ligne. Ah bon, vous l'avez connu? Je l'ai connu à la télé, oui. À la télé. Léon Zitrone.
Non, il n'avait pas la ligne. Non. Oh, mais il avait une ligne. C'est de cette époque-là, Claude Darget, des gens comme ça. Guy Lux. Oui, Oui, à peu près, oui. Enfin, il est mort un peu après. Pierre Desgroupes. Non, alors, un homme de télévision. c'était un acteur et un auteur. Ah, d'accord. Un acteur et un auteur. Un acteur et un auteur. Qui passait essentiellement à la télé. Non, non, pas du tout. Jean Gabin. Non, simplement, M. Pradel sort pas, c'est tout. Ah bon. Voilà. Ah, c'est pas Jean Poiret? Eh ben, c'est oui, Jean Poiret, absolument. Oh là là. Non, parce que... Oui. T'as pas dit quelque ça, chose. c'est ça la culture. Hein. Et voilà. Ça revient. Bravo. Mais de toute façon, c'est toujours... quand on connaît la réponse, c'est pas difficile de répondre à une question. Ah, le crâneur. T'avais lu par-dessus mon épaule? Il est costaud. Comment t'as fait pour répondre à ça? C'est En rhétorique, il est imbattable. Dès que la question il fait de la télépathie. Oui, il y a un truc comme ça. Non. Très costaud, tu sais. Non, j'ai dû entendre Ça, c'est les cacahuètes. C'est les cacahuètes, Oui. ça fait ça. Ça stimule la mémoire. Cacahuètes du Sénégal. Alors, il y a des nourritures sophistiquées, comme vous les évoquiez tout à l'heure, et puis des très simples, qui sont souvent délectables. Hein. Par exemple, moi j'ai souvent eu envie, mais ça se fait pas, même quand j'étais dans un grand restaurant, de demander un bon saucisson, un bon pain et du bon beurre, et de me contenter de ça. Mais on est mal vu des maîtres d'hôtel. Il ne faut pas aller au restaurant pour faire ça, il faut le faire chez soi. Pourquoi alors, moi je suis d'accord avec vous, mais apparemment... Ou alors dans un restaurant auvergnat, où c'est la spécialité. Dans un bistrot. Dans un bistrot, mais un grand... ça, mais là on va demander ça en entrée, si on le prend en plat, effectivement. Mais c'est vrai que des fois ça suffit. Une belle charcuterie. Ça vous donnerait pas l'idée de demander du caviar chez McDo, quand même? Ils en ont pas. Vous êtes allé déjà dans ce genre de restaurant, Philippe? Oui, avec mes petits-enfants qui en raffolent. Ah, ils adorent ça. Et alors, les petits-enfants, le menu c'est terrible, famille. il arrive d'ailleurs moins aujourd'hui, parce qu'ils ont quand même découvert un peu la cuisine française. Ils venaient déjeuner, mais ils étaient passés d'abord pour acheter leur hamburger chez McDo, et puis ils venaient manger leur hamburger à la table familiale. Ah ouais. Alors là, je me sentais un peu dépassé. Les vins, vous fixez un nombre de vins différents, ou bien vous vous laissez porter? Moi, Vous voulez dire quand on invite quelqu'un chez soi ou quand on dîne chez d'autres? Je dis dîne chez d'autres parce que je sais que vous avez un budget nourriture limité. Oui. C'est-à-dire que moi, je bois tous les vins qui me sont offerts. Je vais pas réclamer, mais s'il y a un vin blanc pour commencer, je vais boire du vin blanc. Puis après, je vais attaquer, c'est tout ce qu'on va me proposer. Mais moi, j'adore boire, donc... T'attaques jusqu'au calva, quoi. Non, alors, je me suis un peu limité, je m'arrête au digestif, en général. Il y avait un truc qui était formidable, il y avait un restaurant qui s'appelait Androuet, je crois que ça existe plus, qui était un restaurant de fromage. Où on avait un vin par fromage. Ah oui, bien sûr. Et on montait en gamme au fur et à mesure. C'était magnifique. Ah oui, mais moi, il y a un restaurant qui s'appelle la Cave fait restaurant. C'est près de chez moi, je t'inviterai si tu veux. Et c'est pareil. Ils ont d'abord la devanture, c'est que des bouteilles. Tu rentres que des bouteilles, des tonneaux, des bouteilles. T'as un petit peu à manger, mais qu'est-ce que tu bois? Ah c'est pas un restaurant, c'est un bistrot alors. Non, mais si. Maintenant, il y a le problème, c'est que les gens conduisent quand même. Donc, quand on invite, moi je prends souvent, moi j'aime beaucoup les fruits de mer et les poissons, mais je prends souvent. Ils vous le rendent bien, vous savez. Avec un vin rouge léger, tu vois. Ah oui. Et c'est excellent. Parce que le vin blanc empêche de dormir, c'est ça? Moi, je bois jamais de vin blanc. Le blanc, le rouge, et pourquoi pas. Les mélanges quand même, c'est un peu dangereux. Les mélanges, ça fait mal à la tête. Et le soir, ça fait mal. Moi, quand j'invite, ça fait monter le taux d'alcoolémie. Quand j'invite à la maison, je dis vous pouvez venir en voiture, on peut se garer, comme ça je suis sûr qu'ils vont pas trop boire. Donc ça va pas me coûter trop cher. Pas mal. Est-ce que vous approuvez la formule qui consiste en guise d'apéritif à servir le vin qu'on boira plus tard? Ah oui. Oh oui. Oui, c'est pas mal. Ça évite de boire des ça évite de prendre... boire n'importe quoi. Le kir à la pêche, par exemple. Vous allez dans un restaurant et que vous offre le kir à la pêche ou à la framboise. C'est une horreur. C'est dégoûtant. Le cocktail maison, oui. C'est une horreur. Faut pas le prendre. Avec tous les fonds de bouteille. Une question de Monsieur Denorme de la Longue-les-Morts, qui a dit « Un gourmet, c'est un glouton qui se domine ». C'est un cuisinier? Ce n'est pas un cuisinier, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la nourriture. C'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, ça. C'est pas tout jeune. Pas tout jeune, mais c'est pas... C'est pas tout vieux non plus. C'est contemporain? Oui, contemporain mort. C'était un critique gastronomique? Non. Un acteur? Un dramaturge? Un acteur. Ah, un acteur. Jean Gabin? Auteur aussi, hein. Lino Ventura? Pardon? Un auteur aussi, bien sûr. Un auteur. Sacha Guitry? Bien sûr. Français? Plus récent que ça. Marcel Pagnol? Non. Marcel Achard? Non.
Saint-Marcel. Non. Non. Bah, ça aurait pu être un Marcel. Ah oui, je voulais dire Marcel Chombier, mais c'est pas lui. Non, mais c'est quelqu'un qui a une immense popularité quand même. Immense popularité. Voilà. Qui n'était pas triste. Jean Carmet. Non. Et que les grosses têtes citent souvent. Absolument. Ouais. Oui, Jean-Yann peut-être. Ouais. Et non. Sim. Non, on le cite tellement. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Oh, oui. Ah, Pierre Desproges. Ah, Coluche. Coluche. Non. voilà. Non. Coluche. Pas Coluche, c'est Non. Francis. Francis Blanche. Mais je l'ai dit, Francis Blanche. Je suis tombé dans mon panneau. Mais je l'ai dit, Francis Il Blanche. l'a dit. Il l'a dit dès le J'ai départ. dit Francis j'ai Blanche. pas entendu. Oui. Faut parler plus fort. Mais oui, mais il boit trop, alors il mâche ses mots. Le vin. Vous êtes en train de dîner, et puis bon, le vin qu'on vous sert, c'est une affreuse piquette ou un vin qui a commencé à se madériser. Est-ce que vous buvez courageusement Est-ce que vous vous abstenez de boire ou est-ce que vous faites une réflexion désagréable? Ah bah si c'est au resto, on renvoie la bouteille. On a le droit. Si on est chez des amis Si intimes. c'est au restaurant, on renvoie la bouteille. On peut renvoyer la Dans bouteille. la gueule du mec. Je pense qu'il ne faut pas être hypocrite, faut le dire, hein, mais gentiment, quoi. On ne dit pas qu'est-ce que c'est que cette piquette qui bien nous sûr. sert. Mais Il y a une expression, vous dites, c'est comme rue de Rivoli le soir. On vous dit pourquoi? Vous dites ça bouchonne. Non, mais si on connaît pas bien les gens et que la maîtresse de maison ou celui qui vous invite ne dit rien, on peut pas. Quelquefois, c'est si on le gênant connaît pas parce bien. que il y a des gens, ils veulent vous faire plaisir, alors ils débouchent des vins qui sont trop vieux, ils sont passés complètement, Attendez, et il y a c'est gênant une de leur mode, dire. une mode, mais qui est en train de passer, parce que comme vous dites, Jacques Maillot, ça supporte plus l'usage, qui consistait à servir dans certains très grands dîners aux convives un vin qui portait comme millésime l'année de leur naissance. Oui, c'est ça. Et alors là, on boit des vins qui sont complètement partis, quoi. Il n'y a plus rien. Et c'est gênant de dire ça. Il y a ça encore à Liège, dans un restaurant qui s'appelle les Sabots d'Hélène. Ah oui. Moi, j'y suis allé l'autre fois et on m'a servi un vin de 1947. C'est l'année de ta dis donc, naissance. c'est la meilleure année du siècle. oui, je suis d'accord. c'est la Et meilleure il année. était bon, il était bon. Et alors, je ne sais pas comment il fait. Quand Michel Galabru est venu dîner 15 jours avant, il lui a servi un vin de l'année de sa naissance. Mais dis donc, ça doit coûter bonbon. C'était madérisé. Ah oui, c'est le obligé. patron te l'offre. Oui, il est tellement content de voir des gens du spectacle qu'il te l'offre. Ah bah c'est sympa ça. Mais c'est madérisé, c'est un but. Ah oui, Alors oui, bon, c'est il y a des restaurateurs qui, effectivement, d'abord ont un tour de taille qui ôte tout complexe à leurs clients. Et l'Ami Louis, ça vous dit quelque chose, c'est peut-être un des restaurants les plus chers, mais aussi les plus roboratifs de Paris. Et le directeur de la salle de l'Ami Louis, Louis Gadby, avait gardé un excellent souvenir de Orson Welles et de son solide appétit. J'ai reçu Orson Welles, c'est une des raisons pour lesquelles je suis peut-être chez l'Ami Louis aujourd'hui. Parce que c'est le premier client que j'ai reçu quand je suis arrivé en 1977. Et ça m'a vraiment impressionné. Qui était un type qui faisait à peu près 150 kilos et qui pouvait manger une entrée, une douzaine d'escargots, un confit de canard, un poulet et attaquer la côte de bœuf. Et il était formidable, il prenait son temps. Alors moi j'admire ça. Bah, il avait un coffre, un estomac, il pouvait se permettre. Moi j'ai eu le privilège, quand j'étais étudiant encore, j'étais acteur de complément aussi, parce que j'étais intéressé par le milieu du cinéma. Quand il y a eu le tournage de Paris brûle-t-il, j'avais à un moment un échange avec Orson Welles. Et on m'a emmené dans la caravane, qui était sa caravane de maquillage, et j'ai vu cet homme, mais vraiment énorme, et près de lui, il y avait un type filiforme, mais qui lui ressemblait, qui était une sorte de sosie, et il me l'a dit, je vous présente mon double. Et c'était sa doublure de cinéma. Et c'était vraiment le double. Et la doublure mangeait autant que... Non, mais non, au contraire. Non. Avez-vous eu souvent des indigestions? Non, moi, très rarement. Ah, bon, ça dépend si on a de l'estomac ou pas. Je pense que voilà, c'est un privilège. Moi, j'en ai une dans un restaurant où on sert le gigot à volonté. Ah oui, je vois ça. Ah bah tu t'es baffré. Et j'ai bouffé la moitié du gigot et autant de haricots et j'ai gerbé tout sur le trottoir. C'est dégueulasse. Mais tout de suite alors. Une horreur. Tu savais pourquoi. Alors vous êtes revenu pour vous faire rembourser? Oh non, c'était un très mauvais souvenir. Non mais
on peut se plaindre quand vraiment on a été empoisonné. Oui, l'empoisonnement, c'est pas pareil. L'empoisonnement, c'est vraiment parce que le produit est mauvais, mais l'indigestion, c'est quand on a trop mangé. C'est quand on a trop mangé. Moi, j'ai eu ça avec des œufs brouillés dans un restaurant. On était 2 à manger des œufs brouillés, les 2 malades quand même. Donc ça vous êtes brouillé avec le cuisinier. On était bien brouillés. Avec Jacques, nous, on a été dans un restaurant, tu te souviens, où on avait pris un Paris-Brest, je crois, et le patron et le chef, on dira pas où c'est, se grattaient les coudes sur les assiettes, et ça faisait comme une petite chapelure sur Dégueulasse. C'est vrai. Et Bernard est correct quand il nous dit qu'il se grattait les coudes. Il se grattait pas que les coudes. C'est sympa ce resto, faut nous donner l'adresse. Et alors il avait les ongles, on aurait pu semer des graines, ça aurait germé. Alors moi j'ai vu ça dans un bistrot avec le type qui amenait le kir à l'apéritif en mettant carrément le pouce à l'intérieur du verre pour le servir sur la table. Ça c'est ignoble. Ça me fait penser à il y avait le serveur qui proposait des petits fours. Oui. Et puis bon, quand on regardait de près, on s'apercevait qu'il y avait son doigt avec un panari qui était au milieu des éclairs au chocolat. Ça vous est arrivé, vous, Philippe, l'indigestion? Oui. Ouais. Oui, et la maladie, et notamment une très grave dans un grand hôtel monégasque. Et vraiment, j'ai cru y rester. Hein, parce que, bon, il y avait un poisson pas frais. Enfin, il n'était pas plus frais que moi. Voilà. Est-ce qu'un mauvais repas, c'est une catastrophe pour vous? Ah, c'est frustrant, oui. Moi, je trouve ça très frustrant. Marrant, surtout quand on paye. Ouais. Avouez, monsieur Maillot, Oui, ça me dépite. Parce que moi, j'adore aller au restaurant pour manger et me régaler. C'est vrai que si on tombe sur un truc mauvais, souvent, en plus, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc, c'est comme vous enviez les Romains qui, alors, étaient des très gros mangeurs et qui disposaient sur la table des plumes d'oie pour qu'on puisse se faire vomir. Non, c'est très désagréable de vomir. Ça fait penser un peu aux anorexiques. Ils faisaient pas ça à table. Sans doute, mais c'est quand même très désagréable. C'est vraiment... C'est ce que font les boulimiques et les anorexiques. Exactement. Il y a un côté maladif. Il y a des femmes qui font ça encore. Ouais. Si on vous laissait fixer le menu de votre dernier repas, est-ce que vous commanderiez un plat que vous ne digérez pas? Oui. Histoire d'en mourir. Oui, je commençais carrément, moi, par des escargots, parce que j'ai été à la chasse aux escargots avec l'oncle Henri, du côté de Porspoder, en Bretagne, pendant toute mon enfance, qui était un type formidable, qui m'emmenait par la main, j'avais 6 ans, 7 ans, quoi. Et alors, on ramassait des escargots, enfin, je ramassais des escargots, et il buvait des coups au bistrot du coin. Et après, il les cuisinait lui-même, quand même, et il les faisait dégorger dans une espèce de tambour de machine à laver. C'est des images d'enfance comme ça. Oui, non, Philippe, moi je prendrais une bonne douzaine d'escargots, 2 douzaines d'huîtres. Moi aussi des huîtres, je prendrais parce que j'adore les fruits de mer. Ah oui, j'irai à fond là. Des oursins. Aussi, on fera ça ensemble. Parce que moi, les oursins, les huîtres. Les escargots moins, mais j'en mangerai. Moi, je prendrais un plat de viande froide. Ce serait un avant-goût. Avec une petite bière. Avec un cornichon. Une bonne volaille. Une bonne volaille demi-deuil rôtie, oui, ou demi-deuil aussi. Oui, demi-deuil, t'as raison. Oui. Alors, écoutez Francis Weber, parce que lui, le roi des goinfres, pour lui, sans doute avait-il un peu raison, c'était, et c'est toujours, Gérard Depardieu. Je suis arrivé dans un restaurant qui s'appelle le Bistrot de Paris, qui est un restaurant donc, où on mange copieusement. Il était installé avec le fils Piala, qui est son filleul, et il avait un pied de cochon sur la table qui dépassait la table. Il avait enlevé ses chaussures. Il avait enlevé ses chaussures. Et en fait, ce type qui a quand même eu un quadruple pontage, moi je serais à la salade et à un truc de genre, vous voyez. Il a attrapé son pied de cochon comme Obélisque, il a commencé à le manger. Et puis il me voit arriver. Oh, je vais bien. Bon, attends, bouge pas. Il prend sa serviette et il s'enlève des bouts de pied de cochon. Alors c'est un beau personnage. Hein. Et puis alors je vais vous dire une chose, pardon, c'est un peu grossier. Élégant. Il pète tout le temps. Ah oui. Est-ce que c'est un signe de bonne santé? Oui. C'est un signe, je ne peux pas vous dire de quoi c'est un signe. Et ce mélange de profane et de sacré, de cassoulet et de Rostand, c'est Depardieu. Là, ça sort
par le bas, mais quand ça sort par le haut, quand vous avez un rot à table, qu'est-ce que vous faites pour vous excuser? On essaye d'anticiper quand même. C'est vrai que ça peut surprendre, mais... Mais c'est naturel, et puis je pense, quand c'est en mangeant, c'est aussi un signe que voilà, on a bien mangé. Si vous êtes chez les Chinois, c'est un signe de politesse. Ça veut dire que vous êtes bien traité. Bon, si vous avez un morceau de nourriture qui est resté coincé et qui défie la mastication. Quand on fait le joli cœur devant une pépé et qu'on a un beau morceau de salade entre les dents, c'est vrai qu'on doit avoir l'air idiot. On le sort avec la lame du couteau. Oui. Avec quoi vous curez-vous les dents? La lame du couteau. Avec un cure-pied. Un petit bout d'allumette. Attendez. Avec une allumette. Puisqu'on a fait du repas en société un acte social, bon, il faut quand même se surveiller un peu. On demande des commodités dentaires. Et là, on vous sert... Les cure-dents. Mais dans les restaurants. Une commodité dentaire. Oui. Ils auraient au moins appris quelque chose aujourd'hui. Oui, mais alors, ça veut dire que tu te cures les dents devant tout le monde? Non, tu te caches, tu te mets sous la table. Oui, c'est ça. Mais non, tu mets ta main comme ça, et puis tu cures discrètement. Tu cures les dents, tu cures les pieds de la dame en même temps. Mais dans le temps, il y avait des cure-dents. Oui, des cure-dents sur les tables. Dans les restaurants, oui. Disparu. Si tu viens chez moi, j'ai des cure-dents, si tu veux. J'ai que ça, il n'y a pas à manger, mais tu peux... S'il n'y a pas à manger, alors non, je viens pas. Alors si, en parlant, parce que bon, quand on est dans un dîner, très souvent, on parle en mangeant ou on mange en parlant, vous expulsez un échantillon de nourriture sur le veston de votre voisin. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Vous faites comme si de rien n'était. Bon, vous priez qu'on vous excuse. Bon, mais sans nettoyer les dégâts. Ou bien, alors, vous prenez le morceau avec vos doigts ou avec une serviette. Comment vous faites? Ou avec la bouche, directement. Excusez-moi, madame, je vous ai envoyé un bout de lard sur le décolleté. Je suis vraiment désolé. Je sais pas. Ce qui est terrible là-dedans sont les œufs mimosa. Ah oui. Le mec qui a la bouche pleine avec les œufs mimosa. Et qui éclate de rire parce qu'on a raconté une bonne blague. Ou qui a de la mayonnaise. Tu te retrouves couvert de pellicule jaune. Ou qui a de la mayonnaise, c'est sympa aussi. C'est horrible. Non, le pire, c'est quelqu'un qui éclate de rire avec du vin dans la bouche. Voilà. Ça tâche. Il s'étrangle aussi en plus. La fameuse histoire qu'on a entendue 100 fois aux grosses têtes et qui était arrivée, c'était lors d'un gala des grosses têtes en province, dans une ville dont Pierre Bérégovoy était à l'époque le maire et il était en même temps Premier ministre. Et puis, on était au buffet et Gitron n'était pas arrivé. Bérégovoy disait, alors quand est-ce qu'il vient le gros Léon? Et Gérard Jugnot lui avait dit, il va venir parce que quand il y a un buffet, on le voit toujours. Mais méfiez-vous, monsieur le Premier ministre, parce qu'il mange pas très proprement et que très souvent, il tâche. Et puis, bon, on parlait d'autre chose. Et puis, arrive Zitrone qui se précipite d'abord sur le Premier ministre, parce que bon, il était poli, puis ensuite sur le buffet, qui attrape un gros morceau de jambon, et puis qui, en parlant à Bérégovoy, en expulse un morceau sur le veston du Premier ministre. Et alors là, il se confond en excuses, je suis navré, et Bérégovoy dit, c'est pas grave, on m'avait prévenu. Alors, de monsieur Folenfant de Bushman. Écoutez bien. Comment s'appelle le fromage au lait de vache, aromatisé à l'ail, fabriqué en Auvergne? Je le sais, c'est le Gaperon. Exactement. Alors là, on sent l'Auvergnat. Le Gaperon. Je savais pas qu'on allait on en trouve à Paris. De l'étape. C'est vrai qu'il est très prompt comme gars. On en trouve à Paris. Oui. De madame Natier de Dieppe. Écoutez bien, là c'est une colle. Quelle est la signification du verbe pignocher? C'est piqué dans les assiettes des autres, des petits trucs, non, c'est trier dans son assiette. Oui. Non, c'est... Il y a une idée, mais c'est pas ça. C'est manger par petits bouts. Oui. Exactement. Oui, ça, exactement. Manger par petits morceaux. Et pas forcément avec appétit, pour manger, mais voilà. En fait, grignoter, quoi. C'est manger, mais en faisant sa chochotte. Hein. Voilà, grignoter sans avoir faim. C'est pas un vrai gros mangeur, il pignoche. Mais on peut pignocher dans l'assiette du voisin aussi. Ça, c'est très désagréable. Ah oui. La nana c'est très féminin, ça, oui. Oui, ça c'est vrai, La nana qui te dit non, j'aime pas ça, et ça arrive dans ton assiette, elle te pique l'ensemble. Alors là, c'est. Alors, Erika, vous avez invité les grosses têtes à dîner. Bon. Qu'est-ce que je vous prépare? Hypothèse jusqu'à présent qui ne s'est pas vérifiée, mais c'est peut-être une idée que je vous donne. Alors. Le poisson que vous avez acheté très cher et préparé avec beaucoup de talent tombe par terre. Alors, qu'est-ce que vous faites? Attendez,
Est-ce que vous le remettez dans le plat sans rien dire? Est-ce que vous nous dites que vous allez lui faire un peu de toilette dans la salle de bain? Ou alors est-ce que vous nous indiquez la porte en nous remettant un ticket restaurant? Non, moi non, je peux pas remettre dans le plat, c'est pas possible. Je vous le dis et je vous fais une bonne omelette. Ça prouve que c'est pas propre chez toi. Non, on peut pas manger par terre. Normalement, si ça tombe par terre, c'est ouais, pas non, grave. mais non, mais même. Est-ce que vous pouvez aussi dire pique-nique et puis tout le monde... Non, je vous fais quelque chose d'autre. Oui, vraiment, je vous fais une petite omelette, un truc de ma composition, mais je peux pas vous resservir ça. Oh, pourquoi on s'en rendrait pas compte? Dans les restaurants, on doit... Je sais que ça se fait souvent. Moi, mais moi, je ne le fais pas. Tout ce qui tombe, on le ramasse. Je ramasse ça avec la pelle à poussière. Je remets ça dans le plat. Mais moi, ça m'est Ça fait arrivé une petite garniture. Il y a toujours la Tu petite fais un balayette. barbecue, par exemple, tu vois, et puis il y a une côtelette qui tombe dans la cendre. Ah, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On l'essuie quand même, mine de rien, et on la remet sur le Oui, plat. mais la cendre, c'est pas sale. Moi, les Pas frites, sale, mais si tu tentes des ça frites, craque sous la dent. la petite balayette qui est dans les toilettes. oui. Voilà. C'est comme le coiffeur qui fait tomber son peigne au moment où il ramasse le peigne, il continue. C'est ça, oui. Si vous avez malencontreusement taché votre cravate ou votre robe, qu'est-ce que vous faites? Alors, ça dépend où je suis. Alors, il y a plusieurs méthodes. Si tu la retires, je viens dîner chez toi. Mais ça m'est déjà arrivé de faire une La grosse tache et tout cravate, ça. on peut essayer de fermer sa veste plus, quoi. On peut essayer de boutonner jusqu'en haut, quoi. Et par exemple, Alors, si t'as une veste et que bon, comme nous les femmes, par exemple, vous voyez, là j'ai un petit smoking, et ben j'enlève ce qui est en dessous, puis je. Dans les rattache. restaurants, souvent, la demoiselle du vestiaire a de quoi détacher. Oui. Mais il faut compter C'est avec grave, le hein. convive vicieux qui fait toujours une tache sur sa braguette. Ah oui. J'en connais. Hein. Il y a des finauds, il y a des malins, il y il y a des rusés. Hein. Ils font exprès. Et les hôtesses de l'air avaient de quoi détacher aussi. Et ça permettait de mieux Oui, connaître ça, l'hôtesse. j'avais un ami qui était un grand spécialiste de ça. Oui, ça marchait très bien. Au décollage à Roissy, il appelait l'hôtesse. Il avait toujours une tâche. Eh oui. Nous allons faire éclairer notre lanterne sans pourtant nous détourner de notre thématique d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit aujourd'hui de cette tendance croissante que ont certains observateurs étrangers à photographier les plats qu'on leur sert au restaurant et des plaintes et des lois qui répriment cette attitude. Bonjour, maître Antoine Chéron, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe Bouvard. Alors, vous connaissez bien ce genre de problème, puisque vous êtes spécialisé dans la propriété intellectuelle. D'abord, ça relève de la propriété intellectuelle, la confection d'un plat. Mais ça n'est pas protégé par un brevet, hein. Alors c'est ça, toute la difficulté en fin de compte, c'est que le code de la propriété intellectuelle définit un certain nombre d'œuvres de l'esprit, comme les peintures, les sculptures, ou tout ce qui relève de la propriété intellectuelle. Mais vous avez effectivement des exceptions, et les recettes de cuisine font partie, comme les parfums d'ailleurs, des exceptions qui ne peuvent pas être protégeables. Parce qu'il est courant, on l'a tous vu, que dans un restaurant, il y ait souvent un Japonais. Ils sont très forts pour ça. D'abord parce qu'ils ont des bons appareils photo qui, avant de manger, photographient tous ces plats. Hein, tous ces plats. Est-ce que c'est de l'espionnage industriel ? Non, je pense pas que c'est d'espionnage industriel. Maintenant, c'est vrai que les grands chefs qui effectivement veulent mettre aujourd'hui du côté artistique en plus du côté culinaire ne souhaitent pas que leurs œuvres se retrouvent sur Internet. Oui, c'est de la reproduction, quoi. De quelque manière que ce soit. Et c'est la problématique aujourd'hui. Oui, sauf que quand ils publient un livre de recettes, il y a la photo à côté de la recette. Oui, mais entre un livre et une diffusion internationale sur Internet d'une photo, c'est différent. Et en plus, la photographie, par exemple, sur les réseaux sociaux, ne sera pas contrôlée. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que va faire l'internaute de la photographie. Oui, c'est souvent moche en plus, parce qu'il paraît qu'un plat, c'est ce qu'il y a de plus dur à photographier. Hein. Et puis le bœuf miroton, il a aussi son droit à l'image. Ah oui. Et à sa vie privée. Ouais. Alors, Puis qu'est-ce que peut faire un restaurateur lorsqu'il y a un convive qui use et abuse de cette possibilité de photographier un plat? Il peut lui demander de mettre un terme à ces ébats photographiques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment par rapport à des plats de grands chefs, on peut considérer qu'il y a une protection au titre de la propriété intellectuelle. On l'a vu, par exemple, sur des œuvres faites en chocolat ou des œuvres très artistiques. On peut considérer que c'est de la création artistique. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, le grand chef ou le chef, s'il considère que c'est une création et qu'il ne souhaite pas que son plat soit photographié, peut inviter le convive. Maintenant, c'est effectivement toute la difficulté, c'est de lui interdire de prendre la photo et en même temps que la personne
soit satisfaite du restaurant par la suite. C'est la grande difficulté. Merci, maître. Et puis, bon, ça éclaire bien notre lanterne. Hein. On est bien content de savoir. Moi, je trouve ça très moyen, personnellement. Est-ce que vous donnez volontiers vos meilleures adresses de restaurants, en sachant d'ailleurs que s'il y a trop de clients qui vous écoutent, ils seront moins bons, hein? Ah non, moi je le fais. Moi, quand je découvre une bonne table ou un bon bistrot, j'en parle à tous mes amis. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Oui, un restaurant où tu dois m'emmener depuis le crabe marteau. C'est le crabe marteau, c'est ça? Le crabe marteau, absolument. 6 mois, 8 mois, 10 mois que je dois y aller, mais au crabe marteau. Alors c'est un restaurant de fruits de mer qui est à Paris, pas loin de la rue des Acacias, en fait, rue des Acacias. Alors ça s'appelle le crabe marteau parce qu'au lieu de vous servir le crabe avec une pince, tout simplement, il vous l'apporte sur une planche de bois avec un maillet. Ah voilà. oui. Alors, comme il y a des problèmes de conversation un peu à certaines heures comme dans au le restaurant. Portugal. Voilà, parce que tout le monde fracasse le. Ah oui, ça fait parce que c'est des gros crabes. Voilà, mais il y a une ambiance de bistrot formidable. C'est un des meilleurs bistrots de. Alors bon, de recommander un bon bistrot, c'est un acte altruiste. Bon, est-ce que vous servez de ça, par exemple, au moment où vous présentez l'addition, pour dire bon, vous savez, je peux vous envoyer beaucoup de clients pour essayer d'avoir une petite ristourne? Oh non, non, pas moi. Quand vous demandez le livre d'or, c'est pour essayer qu'on vous présente pas l'addition? Ah non, souvent c'est les restaurateurs qui vous le proposent, qui vous disent. Et vous ne dites pas, si vous me donnez le livre d'or, il n'y a pas d'addition. Faut choisir. Non, c'est pas. Non, ce serait un peu. C'est mesquin. Ouais. Non, mais quelquefois, ils vous proposent par exemple le digestif avec. Ils vous sortent souvent ça. Voilà. Oui. Une addition en entier. Le café gourmand. Oui, voilà. Et à vous, Erika, Sauf les vins. il vous dit pas qu'il peut jouer le pouce-café, non? Non. Vous devez être bien soigné au restaurant. Ah, mais écoutez, vous savez que souvent, non, et ça, c'est pas pour me vanter, on m'a souvent invité, parce que j'étais gentil ou je sais pas quoi, mais on m'a souvent invité au restaurant. Une fois on m'a dit, tiens, je vous offre le repas. Alors ça, c'est très gentil. Et sans aucune contrepartie, Philippe. En tout bien, tout honneur. Le pauvre gars, il s'est fait avoir parce qu'il espérait peut-être quelque chose. Oui. Attendez, quand il n'y a pas de retour sur investissement. Parce qu'avec la réputation. Peut-être qu'il pense que j'allais revenir. Et souvent, je reviens. Avec des gens, tu vois. Donc, on n'a pas besoin de demander. Comment vous expliquez que quand on est jeune, on est assez friand de grands restaurants, qu'on n'a pas d'ailleurs toujours les moyens de fréquenter, et qu'en prenant de la bouteille, on apprécie davantage les petits bistrots? Bah oui, moi c'est mon cas. Moi j'apprécie les petits bistrots parce que j'aime pas le côté guindé, en fait. Côté pompeux, là. Voilà, mais il y a des excellents restaurants, mais c'est compassé. C'est compassé avec les cloches et tout, ça n'en finit pas. Et puis on peut jamais. Moi j'aime bien, par exemple, me servir moi-même ou mes convives ou la personne avec qui je suis, servir le vin. Je trouve que c'est un acte d'amitié. Oui. Là, il y a toujours un type qui vous surveille derrière le dos. On a l'impression d'être surveillé. Puis dès que tu as le verre vide, il vient, il te resserre. Non, mais il y a pire. Il y a une pression. Il y a pire, c'est que le type, le maître d'hôtel, il te met la bouteille sur un guéridon à 3 mètres de la table. Et s'il oublie de te servir, tu mettre le vin sur la table. T'as soif pendant tout le repas. C'est insupportable, ça. Non, là, moi, je dis carrément. Je dis, mettez la bouteille sur la table. C'est mon plaisir. Ah bah, il faut pas se laisser faire dans les non, grands établissements. Si c'est un bon vin, il le met en carafe. Ah oui. Mais encore faut-il qu'il surveille. Même si c'est un mauvais, ça les gêne pas. Moi, j'ai un ami de longue date qui est un type absolument charmant. Et quand on va dîner chez lui, on ne bouffe rien. C'est pas qu'on bouffe mal, c'est qu'on bouffe rien. Et la dernière fois que je suis allé chez lui, il a une idée géniale. C'était avec la Spalès, d'ailleurs. Il dit et les amis, vin en carafe, parce qu'on boit en général de la bibine. On dit du vin en carafe. Alors il était tout content. En fait, il avait un cubiténaire de gros rouge qui tâche et il le mettait dans une carafe. Et il était tout content de dire et maintenant vin en carafe. Alors ça. Alors comment vous vous comportez dans ce genre d'agape? Avec lui on rigole parce que on le connaît depuis 35 ans. Il est maigre. Oui, il est très maigre, oui. En revanche, quand il est invité au restaurant ou chez quelqu'un, là, il bouffe, oui. Il se remplit pour 8 jours. Oui. Puis là, il ne demande pas du vin en carafe. Alors, on connaît la meilleure fourchette politique, la plus solide. Et on a une confirmation avec Jean-Louis Debré, qui est un de ses meilleurs amis. Cette meilleure fourchette, c'était, en tout cas, si ça ne l'est plus, Jacques Chirac. Un jour, je me promène avec Chirac et Marie-Victoire dit à Chirac « J'en ai assez de vous prêter mon père, vous bouffez du saucisson, vous bouffez de la charcuterie, c'est mauvais, je vous emmène dans un restaurant bio. » Chirac me dit « Tu crois que c'est pas mauvais pour la santé ?» Écoutez, je sais pas si c'est pas mauvais, mais c'est incontournable.
on peut gagner un peu de temps. J'ai dit, écoutez, je crois que là, on est arrivé au maximum. Alors, nous voilà partis dans un restaurant bio. D'abord, quel spectacle fantastique de voir tous ces gardes du corps avec un jus de carotte. Oh, quel bonheur. Et Chirac dit, vous avez une bière? Oui, elle est bio. Et Chirac ajoute, ça se voit comment? Et puis après, Chirac dit, qu'est-ce que vous voulez pour commencer? Chirac dit, une petite charcuterie, c'était plus que bio, c'était végétalien. Végétarien. Et donc on lui amène de la salade. Chirac me dit, depuis que j'ai quitté la Corrèze, je broude plus. Donc, on a bouffé ça. Marie-Victoire était contente. Marie-Victoire part avec sa bicyclette. Je monte dans la voiture de Chirac. Il me dit, allez, on va déjeuner maintenant. Et on s'est tapé une assiette de charcuterie à faire péter toutes les panses. C'est pour ça qu'il a la lutte. C'était pas une réputation usurpée. Ouais. Comment expliquez-vous que les jeunes chefs ne fassent si peu cuire la viande et les légumes? C'est la mode. C'est la mode, oui. C'est par économie, non? Non, c'est la mode. C'est la mode. C'est la mode. Oh, mais c'est pas bon. Légumes croquants. Non, c'est pas bon. Le légume croquant, c'est limite. La viande. Puis alors la viande, la viande de veau, la côte de veau saignante. Ouais. C'est dégoûtant. Très curieux. Mais c'est vrai qu'ils ont fait de la côte de veau rose maintenant. Oui. Moi, c'est pour ça que je demande toujours plus maintenant. Ouais. Moi qui aimais rose, je demande cuit. Et ça arrive rose. Oui. Ouais. La côte de cochon saignante. Oui, c'est pas très bon. Ah oui, on peut attraper le ver solitaire. Il paraît que non. Bah tu pars avec. Il paraît que ça vient d'élevage ou le ver solitaire. Est-ce qu'il y a des bouillabaisse trop salées? C'est bon la bouillabaisse. J'ai jamais mangé de bouillabaisse. T'as jamais mangé de bouillabaisse? Soupe de poisson, mais bouillabaisse. Il faut que tu ailles à Lille. Oh, un petit restaurant, un grand restaurant près de la mer Méditerranée. Ouais. Ça vous rappelle pas de souvenirs chez Tétou? Ah non, c'est moi chez Tétou, Philippe. Ah non, oui. Et alors? Je me suis fait assommer, moi. Moi, je connais pas. Hors de prix. Hors de prix, oui. Ah oui, chez Tétou. Ah oui, c'est très cher chez Tétou. Ah oui. Alors c'est bon, hein. La bouillabaisse, ça vaut le prix du bateau qu'il a pêché. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il met là-dedans? Ils mettent du sel, c'est très salé. Très salé. Ah, c'est très sel, c'est ça. Un jour, j'étais invité par un copain chez Tétou et on était en francs. L'assiette de framboise, elle était à 55 francs à l'époque. Mais c'est où? C'est à Marseille? Non, c'est à Cannes, à côté de Cannes. Oui. Non, parce qu'à Marseille, il y a Toine. Ça c'est vachement bon. Le meilleur restaurant de meilleur restaurant. Mais il y a un 3 étoiles à Marseille. Lequel? Ouais, j'y suis allé. Vos goûts gastronomiques peuvent être exotiques, voire universels? Ah oui, moi c'est vraiment depuis toujours. J'ai toujours été curieux de ce qu'on mangeait avant, ailleurs. Non, voilà. J'ai mangé beaucoup de choses. Je dis pas que j'aime, mais j'ai mangé des choses qui en général provoquent de la répulsion. J'ai mangé du serpent. Mais c'est comme de l'anguille. Alors j'ai mangé du python. J'ai trouvé ça très moyen. Ça, quand on fait de l'alpinisme, c'est pas mal. Voilà. Oui, absolument. J'ai mangé des anacondas, par contre, qui ressemblent un peu au veau. Qui est pas mal. J'ai jamais mangé ça. Autant manger du veau. C'est pas mal. L'anaconda. De la queue de caïman. De jeunes caïmans qui venaient de Guyane. C'est pareil. C'est pas mal, on dirait de la lotte. Non, il y a un côté lotte, tu vois. Entre la lotte et le gigot, c'est pas mal. Et puis, parce que j'ai fait un jour un reportage un peu exotique, comme ça, il y a une épicerie qui a disparu, je crois maintenant, Paul Corselet, et j'avais fait un sujet pour une radio, donc sur Paul Corselet. Et fort gentiment, quand j'ai terminé l'interview, il m'a dit, tenez, alors on trouvait chez lui de la trompe d'éléphant en boîte, on trouvait le fameux l'aileron de requin, tout ce qui était un peu bizarre. Il me dit, tenez, vous allez partir avec cette boîte de chocolat. Et je fais pas attention du tout. Je rentre chez moi, on ouvre la boîte de chocolat, on la mange. Ils étaient délicieux, un peu croquants. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? C'était des chocolats aux termites grillées. Oh, ça c'est sympa. C'était bon, Corselet. Très bon. Moi, j'avais mangé chez Corselet, j'avais acheté du cul d'éléphant. Ah oui. bah oui. En boîte. Cul d'éléphant. Il y avait rien dans la boîte. Il me dit, vous êtes tombé sur le trou. C'est amusant, monsieur Mabille. C'est amusant. Eh ben, moi qui vous parle, à un âge que je vous avouerai pas, j'ai fait, 3 jours, mon premier repas chinois. Ah bon? Ah bon? Vous n'aviez jamais mangé chinois? Jamais. C'est bon. Parce que chaque fois que j'entrais dans un restaurant chinois et que je demandais un steak frites, ça créait un froid. Et alors, les Mon impressions? premier repas chinois était le dernier.
Ah, vous n'aimez pas? Ça vous a pas plu du tout? Ah, mais alors vraiment. Ah non. Les petites vapeurs, tout ça, vous avez pas goûté ça? Oh, attendez, c'était... Bon, d'abord, je savais pas ce que je mangeais. C'est désagréable. Oui. Hein? Ah non, mais c'est pas pour moi, puisque je suis franco-français, franchouillard. Alors, une bonne fourchette que nous avons connue, et qui est venue d'ailleurs aux grosses têtes, c'était Raymond Barre, qui était un grand connaisseur et qui avait des goûts culinaires très exotiques. Vous savez, j'aime bien faire de temps à autre. C'est pas un plat lyonnais, c'est un plat de mon île natale, la Réunion. C'est le curry, le vrai curry, que l'on mange avec des rougailles, bien sûr, rougailles de tomates. C'est une très bonne chose. Toutes les fois que je l'ai fait, que je l'ai fait goûter à des amis, ils s'en sont réjouis. Et vous ne préparez pas des plats du terroir français? Écoutez, moins pour une raison très simple, c'est que ma femme est un remarquable cordon bleu et qu'elle trouve que lorsque je m'occupe de cuisine, je mets d'un tel désordre dans la cuisine qu'il vaut mieux que j'en sois absent. C'est drôle comme de parler cuisine, ça détend tout le monde. Bien sûr. C'est quand même un des grands Et en plaisirs général, de la on vie. parle cuisine quand on est à table. On pense déjà au prochain C'est très repas. français. Il paraît que les étrangers font pas ça. Oui, ils mangent, puis c'est tout. C'est-à-dire que nous, on parle des bons repas qu'on a faits et après des mauvais repas, des endroits qui valent le détour, mais dans un autre sens. Oui. Ah oui, on a toujours des mauvaises adresses aussi. Ah aussi, oui. Celui qu'il faut éviter. Mais c'est vrai que moi j'ai des copains comme ça, ils pensent déjà à midi au dîner qu'ils vont faire le soir, alors qu'ils sont à table. Oui, c'est des vrais gourmands. Et ils disent ce soir on va aller à tel endroit et on va manger ça. C'est-à-dire qu'ils font déjà le menu dans leur tête. Bon, écoute, on a tous fait des détours en tournée pour aller dans un restaurant. On peut pas faire un de guide 80-100 km. On peut pas faire un guide des endroits à éviter. Hein. On serait si, moi je vous en fais un. Moi j'ai une copine, elle génial. nous a invités, non mais sérieusement, hein. Donc on était une petite dizaine, elle nous a invités chez elle, elle nous a servi du poulet froid avec des chips et du vin dégoûtant, et elle nous a fait payer chacun 10 €. Ah bah c'est bien, elle est bien ta copine. Elle est très sympathique. Elle gagne à être inconnue. Oui, ça n'existe pas le guide des mauvais restaurants. Non, parce que tu serais au tribunal. Bah c'est les étoiles, ça refait ça. Non, t'aurais une gerbe, 2 gerbes, 3 gerbes. Il y a des critiques gastronomiques parfois qui sont sévères. Ça s'appellerait le guide des gobillots. Alors il y aurait des procès en permanence. Qu'est-ce que ça vaut un bon repas dans un petit restaurant du Gers? 14 €, tout compris. Oui, 14 € tout compris. 20 compris avec 20 compris, un vin des coteaux de Gascogne. Oui, 14 €. Et avec, si vous mettez 2 € en plus, vous avez le droit du foie gras, mais le vrai foie gras, vous savez. Oui, 2 € en plus. Oui, non assaisonné. Le foie gras nature tel que le mangeaient les paysans dans le temps, avant de partir au labour ou à la moisson. Ils se faisaient ça avec une gousse d'ail. Voilà, 16 € quoi. Et on est bien reçu en plus. Ah bah oui. Et on mange bien, c'est copieux. Oui, vous c'est pouvez ça pas qui est imaginer. génial pour ça. Ils servent dans ces régions pour le prix d'un plat, t'as un menu complet. Tout à fait. Moi, j'ai vu en Bretagne, il y a encore pas très longtemps, dans des petits routiers comme ça, dans des petits établissements, où on dîne très bien, on déjeune très bien, menu ouvrier, menu bourgeois. Ah tiens. C'est drôle comme. Et les prix changeaient? Bah oui, les prix changeaient. Le menu ouvrier était à 10 € et puis le menu bourgeois à 15. Qu'est-ce qu'il avait en plus, le bourgeois? 5 €. Il y avait. C'était plus copieux, c'était. Mais c'est-à-dire, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous mangez avec vos doigts? Les fruits de mer. Les frites. Les frites, ouais, moi aussi. Les frites, c'est meilleur. J'adore manger surtout si on ne sait pas laver les mains. Le couscous. Moi, j'aime bien le couscous. Ah bah. Oui. La graine de couscous. Tu as raison, tu sais. Moi, chez moi, au Cameroun, donc quand j'étais petite, on mangeait le dimanche soir, on se mettait tous par terre avec une grande nappe et le plat au milieu. Donc c'était du couscous, mais nous on appelle ça le foufou. Tu vois, le foufou, c'est une espèce de pâte au manioc. C'est pas la foufou, non. Ça tu la manges avec la bouche. Avec les doigts. Et donc en fait, tout le monde piochait dans le plat avec il y avait la sauce, la viande et tout. Et tu pioches. Ça fait un truc convivial très sympa. Il y a des pays où on mange avec les pieds. Oui. Et ça, alors ça, c'est délicieux. C'est quoi ça? Il ment. Donne-nous les adresses. Donnez-nous les adresses, là. Au pied de cochon. Dans le sud de l'Italie, dans la botte. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle mode au restaurant qu'on appelle le café gourmand?
C'est une mode. C'est pour augmenter le prix du café, quoi. C'est une façon de placer les desserts. Oui. Voilà, c'est une façon de placer les desserts un peu moins. Quelquefois, c'est quand même l'occasion de goûter plusieurs desserts. Oui, parce que c'est petite quantité. Des petites quantités, c'est pas mal. Mais c'est une petite crème caramel, un petit. Le macaron, le macaron, partout tu vas maintenant, t'as des macarons, partout. Mais c'est une façon quand même de faire prendre un dessert. On est bien d'accord, Jacques. Complètement. Ça vaut 8-9 euros et ça te... Oh, quand même, c'est une façon, oui, de glisser. Moi, je trouve que ça permet de découvrir des desserts qu'on n'oserait pas commander parce qu'on se dit, oh là là, en entier, Ce qui est formidable en dessert, je trouve, c'est le retour du riz au lait. Ah oui. Il y en a maintenant sur toutes les cartes de restaurants. Ça, c'est souvenir d'enfance. Ah oui, formidable. Façon impératrice. Avec vanille et cannelle. L'impératrice avec de la confiture. Et des petits pots de crème aussi. Le riz au lait avec de la confiture. Les gars, ils sont gourmands. C'était comme Eugénie. Ah bon? Des petits pots pour bébé, c'est bon aussi. Ah, c'est bon, ça. Des petits pots à la vanille, au chocolat. Ils ont tous le même goût. Ils ont tous le même goût, les pots pour bébé. Oui, c'est des petits pots de Non, les salés, c'est un peu différent des sucrés quand même. Oui, non, enfin, c'est quand même... Alors, je voudrais vous faire entendre, pour terminer, Andrea Ferréol. Pourquoi? Bon, parce que c'est une belle actrice que nous aimons bien, parce qu'elle a tourné dans La Grande Bouffe. Oui. Bon, et on se souvient qu'elle avait une façon très personnelle de préparer la tarte, mais aussi parce que, pour ce rôle, elle avait dû subir un régime grossissant. C'est un merveilleux souvenir qui m'a ouvert toutes les portes du cinéma européen. Oui. Combien vous a-t-il fallu de temps pour prendre les 20 kilos que Marco Ferreri vous imposait? 2 mois. Avec quel régime? Les pâtes. 5 fois par jour. Voilà. C'est-à-dire que c'est épouvantable. Au bout du 2e repas, vous n'avez déjà plus faim. Et combien de temps a-t-il fallu pour les perdre? Les 10 premiers, 2 mois. Évidemment, je ne mangeais plus que 3 fois par jour, donc c'était très facile. Ah oui, on perd vite après. Et alors les 10 autres? Les 10 autres, très lentement, 4 ans. Pour ne pas m'abîmer mon corps. Oui. Donc, oui, parce qu'on ne peut pas tricher dans des rôles comme ça. On ne peut pas mettre du rembourrage. Non, ça passe pas, quoi. Non. On m'a fait les costumes au dernier moment. C'est-à-dire que 8 jours avant, on me taillait les costumes. Parce qu'avant, c'était pas possible. J'avais pas le poids idéal. Utilisez-vous toujours le même moule à tarte? Il y a très longtemps que je ne l'ai plus fait qu'avec ce moule-là, malheureusement. Dites, monsieur Maillot, est-ce par snobisme que vous ne mangez que des sardines millésimées? Ah non, parce que j'adore ça. Alors ça, les sardines millésimées... Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Eh bien, on peut les faire vieillir, et c'est un peu comme le vin, et plus elles sont vieilles, meilleures elles sont, parce que normalement, le vieillissement dans la boîte, ça vous fond l'arête. Vous avez une sardine sans arête. Mais il ne faut pas oublier de les retourner chaque année. Il faut les retourner. C'est très à la mode. Il y a des collectionneurs de sardines. J'adore ça. Ah, c'est vrai. Et au restaurant, les sardines millésimées, ça vaut une fortune. C'est délicieux. Oui, j'adore ça. Pourquoi vous aimez bien les petits pois frais alors que ils sont gros, ils sont durs, et que si vous achetez une boîte de petits pois extra fins, c'est tellement meilleur? Ah non, moi j'adore les petits pois un peu croquants, et puis il y a un parfum qu'il n'y a pas sur les... J'adore les petits pois en boîte aussi, mais je trouve que c'est deux parfums différents. Oui, c'est vrai. Mais j'adore les petits pois. C'est le seul légume que j'aime en boîte, le petit pois. J'aime pas les haricots verts en boîte du tout. Ah oui. Mais le petit pois, oui. Dernière citation. Alors, de Madame Romer de Besançon, qui a dit « Il est parfois difficile de savoir qui, dans une famille, commande. Le mari, la femme, la belle-mère ou la cuisinière. Mais le chien de la maison, lui, ne s'y trompe jamais. » C'est vieux, parce qu'il n'y a plus de cuisinière, quand même. C'est très rare. Sacha Guitry. Landru, non, Landru. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. C'était un auteur. C'est un auteur qui est cité. Un dramaturge. Un dramaturge. Pagnol. Ben oui. Marcel Pagnol. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ouais. Enfin, il devrait être là une fois déjà de retour. Alors, raconte. Voilà, c'est Philippe Chevalier qui va raconter la belle histoire de Monsieur Baston de Digne. Alors, ce sont 2 gars qui se retrouvent au bistrot, et alors, il y en a un qui dit à l'autre « Oh, il m'en est arrivé une bonne hier soir. En sortant du café, pour une fois pas trop tard, je file chez moi, et en arrivant, ma femme m'accueille, habillée seulement de sous-vêtements très très sexy, et elle tenait 2 petites cordes en velours, et elle me dit « Attache-moi et tu pourras faire tout ce que tu veux après. » Donc je l'ai attaché, puis je suis retourné prendre une bière avec mes potes.
mais bonne. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.